Bonjour à tous, il a fait l'essentiel de sa carrière dans l'immobilier. Il est depuis 2004 le numéro 1 de Nexity, le premier promoteur immobilier en France. Alain Dinin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de parler du logement neuf, qui est un sujet qui vous intéresse particulièrement, une question d'actualité politique sur la débâcle autour de la Tour Triangle à Paris. On sait que Anne Hidalgo présentera donc un nouveau projet au Conseil de Paris au mois de mars. Est-ce qu'à votre avis, c'est représentatif de la cacophonie qui règne dans la sphère politique? Alors, c'est représentatif de tout ce qu'il ne faut pas faire en matière d'urbanisme, de logement, de développement économique des villes ou même du pays. La Tour Triangle a été votée il y a 5 ans. C'était quelque chose qui était inscrit. Des entreprises commençaient à se préparer, des entreprises commençaient à embaucher, des quartiers de ville étaient en train d'évoluer. Et puis, tout d'un coup, pour des raisons strictement de politique politicienne, au fond, la droite n'est pas élue à Paris, donc elle décide de voter contre la Tour Triangle. Bon, les écolos, on connaissait leur point de vue d'origine, mais ce n'était pas le sujet. Il n'y a aucune dimension. Si la droite était aujourd'hui au pouvoir à Paris, elle aurait voté la Tour Triangle. Donc, je veux dire, comment est-ce qu'on pourrait, dans ce pays, avoir enfin des politiques qui, au lieu de s'occuper juste de leur petits sujets partisans de je serai élu, je ne serai pas élu, je veux exister, etc., s'occupent un tout petit peu plus des gens. Au fond, c'est ce qu'on leur reproche. Donc je trouve que c'est assez symbolique de notre pays. Alors ensuite, le projet en lui-même, bon, ça c'est un choix architectural, c'est un choix de site, etc. On pourrait critiquer aussi la Fondation Vuitton. Est-ce qu'il vous plaît, voilà, vous, ce projet de la Tour Triangle? La question, oui, je trouve qu'il est intéressant au niveau de la sculpture et du paysage parisien. Il n'est pas normal aujourd'hui que Paris soit une ville aussi basse, aussi peu dynamique. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez, si vous êtes au 7e étage dans un immeuble à Paris, vous avez une vue sur tout Paris et vous voyez 3 grues. Dans une capitale mondiale, il y a obligatoirement du changement en permanence. Paris est une ville qui s'est immobilisée dans son passé. Anne Hidalgo essaye de la faire bouger. Nathalie Kosciusko-Morizet bloque le système. C'est honteux. Alors, il y a d'autres projets dans Paris également qui connaissent des difficultés. Je pense par exemple à la Samaritaine ou à Roland-Garros. Là encore, est-ce que l'avenir de Paris et du Grand Paris est en danger? Alors, en fait, l'avenir, je ne suis pas un homme politique. Moi, je suis un opérateur immobilier. Notre sujet, c'est qu'est-ce qu'on va construire demain. Donc, lorsque vous êtes, par exemple, dans une zone que vous avez un maire qui a été élu, qui a défini ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme avec une perspective de fabriquer plusieurs centaines de logements ou de milliers de logements sur les 5 prochaines années, puis tout d'un coup il perd les élections, que l'autre arrive, il pose tout, il remet tout à plat, pendant 2 ans ou 3 ans, il ne va pas se construire de logements. Et quand il ne se construit pas de logement dans une zone, eh bien les gens qui arrivent dans cette zone vont sur l'ancien, et puis on dit, ah ben tiens, les prix augmentent. Pourquoi? Parce qu'au fond, on a des ruptures en permanence. Aujourd'hui, vous avez Manuel Valls, Premier ministre, avec son gouvernement, qui essaye de faire bouger les lignes sur le logement. Alors, pas au stade de faire dire à un opérateur comme moi que je suis complètement heureux de ça, mais ils ont déjà fait pas mal de choses. Mais ils nous avaient annoncé des mesures pour le début d'année 2015, on vient d'apprendre, par exemple, sur tout ce qui tourne autour des personnes à mobilité réduite, du changement des normes, d'un certain nombre de sujets sur ce qu'on appelle le Pinel, etc. Et bien maintenant, tout ça est reporté à mi-2015. Les producteurs que nous sommes, en attendant, nous ne mettons pas en chantier. Et vous l'avez, votre journal l'a dit de façon assez nette, on est dans une catastrophe, enfin des chiffres qu'on n'a jamais connus depuis la guerre. Alors justement, juste pour revenir sur ces points, on sait que donc proportionnellement à sa population, la France produit aussi peu de logements, n'a jamais produit aussi peu de logements que depuis l'après-guerre. Vous aviez proposé il y a un an justement ce que vous aviez appelé un pacte de constructibilité en 3 points. Vous en avez mentionné quelques-uns, donc revoir par exemple le nombre de logements devant satisfaire aux normes handicapées, ou encore revoir le nombre de places de parking justement à la baisse. Qu'en est-il un an après de ce pacte? Avez-vous été écouté? Alors, on a été entendu, on a été écouté sur un certain nombre de points, par exemple autour de la demande et permettre aux primo-accédants de mieux se financer, refaire venir un peu les investisseurs dans le logement. Il y a eu des actes sur l'offre, c'est-à-dire au fond, comment est-ce qu'on pourrait construire plus vite, moins cher. Là-dessus, le gouvernement de M. Valls, et on le comprend, n'a pas osé aller jusqu'au bout de la démarche, parce que cette démarche-là implique de venir s'occuper de ce qui se passe dans les villes, de traiter les problèmes de collectivité territoriale, de savoir qui paye qui, etc. Et là, eh bien, il faut le dire comme il est, le gouvernement actuel n'a pas vraiment une majorité, pas plus que Mme Hidalgo à la mairie de Paris, hein, on vient de le voir. Eh bien, au fait, ils sont obligés de faire des arbitrages. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces arbitrages ne vont pas permettre la relance réelle du secteur de la construction pour 2015 et 2016.
On va marginalement arrêter la baisse, mais on va faire moins de 300 000 logements cette année. Peut-être l'année prochaine, on va faire 300 000 logements, mais et le président Hollande et le président Sarkozy avaient dit depuis 15 ans, il faut faire 500 000 logements par an. Parce que la France est un endroit où il y a de la démographie, où il y a des populations qui croissent, il y a un vieillissement, il y a les divisions parentales, il y a les étudiants, il y a tous ces éléments-là dans des grands centres urbains qui doivent se développer, c'est le Grand Paris. Et pour l'instant, les mesures de fond qui permettraient au fond de se dire pour une longue période, ça y est, la machine est repartie, la croissance est là, c'est 0,5% de la croissance française, eh bien ces mesures-là ne sont pas prises. Alors justement, dans les zones sous tension en termes de logement et de loyer, justement, quelles seraient à votre avis les mesures à prendre pour arriver à juguler des loyers maintenant qui décollent dans les villes, justement, les grandes villes, dans les grandes zones urbaines? En fait, les loyers ne décollent pas. Ils sont du double de l'inflation depuis un an, mais l'inflation étant à 0, le double de 0, ça ne fait pas grand-chose quand même. Il faut remettre les choses à leur place. Mais le sujet, c'est que si je prends un peu de macroéconomie, sur le Grand Paris dont on parlait tout à l'heure, il y a 100 000 personnes qui arrivent chaque année. Et on construit que 35 000 logements. Au pire, il en faudrait 50 000, peut-être 60 000 parce qu'il y a les divisions familiales. Les deux ensemble font que les populations qui arrivent, elles vont sur ce qui existe et donc ça fait monter les prix. Donc la seule façon de faire baisser les prix de loyer, d'immobilier, etc., c'est de construire plus et plus vite. Pour ça, il faut intervenir sur les prix de terrain. Or, les terrains appartiennent pour la grande majorité aux villes. Il faut intervenir sur les délais de construction. Ça aussi, ça appartient aux villes. Il faut intervenir sur le financement du logement social, sur le financement de l'accession à la propriété. Ça aussi, ça appartient aux villes. Un chiffre, et puis on pourra passer peut-être à autre chose ou s'arrêter. En France, au moment où vous achetez un logement neuf, la fiscalité est de l'ordre de 29%. 20% de TVA et puis 9% de droits divers. En Allemagne, elle est de 12% au même moment. Voilà. Baisser la TVA de 20 à 5%, et vous n'avez plus besoin d'aucune subvention et le logement est reparti. Alors justement, pour terminer, puisque vous parlez de fiscalité, est-ce que vous avez l'impression que l'environnement fiscal s'est un petit peu stabilisé? Pas du tout. Pas du tout. Les résidences secondaires, en fait, ce ne sont pas des choses majeures. Bon, d'accord, on taxe les résidences secondaires. Mais ça donne quoi comme idée? Ça donne qu'à chaque fois, comme idée, à chaque fois que vous êtes dans l'immobilier en France, vous taxez, ce bien-là va être taxé, les règles du jeu vont changer. Pourquoi voudriez-vous être investisseur? Par exemple, M. Macron et M. Valls ont essayé de mettre les investisseurs institutionnels, compagnies d'assurance, dans le logement dit intermédiaire. Le logement, lorsque vous investissez dans un logement, vous êtes sur 15 ans. Quelle stabilité des lois? On change les textes tout le temps. Un chiffre sur la fiscalité. On dit beaucoup, le logement coûte 40 milliards au budget de l'État. C'est un chiffre qu'on cite beaucoup, dont 20 milliards d'aides personnalisées au logement. Ça, je ne suis pas absolument sûr que ce ne soit pas plutôt un complément d'achat. Mais qu'est-ce que ça rapporte à l'État, le logement, en taxes? 60 milliards, et c'est la plus haute fiscalité mondiale sur le logement. Comment voulez-vous aujourd'hui que des gens se disent, au fond, je vais faire confiance à ce pays, je vais investir pour 15 ans, alors que tous les jours, on vous rajoute des sujets. Alors, oui, ça se tasse, les résidences secondaires, c'est bon. Mais c'est toujours un tout petit peu plus. Oui, mais le logement, c'est l'immobilier. Alors, c'est immobilier, donc je ne peux pas me tirer à l'étranger. Quand j'ai de l'immobilier. Donc, le fiscaliste, les spécialistes à Bercy regardent ça et se disent « Ah oui, mais là, c'est de l'argent qui dort. » Alors, boum, on va taxer. Et après, on veut qu'il y ait des gens qui investissent sur le long terme. Le paradoxe, enfin, voilà, il faut être cohérent. Si on veut investir sur le long terme, il faut donner des assurances sur le long terme. La fiscalité en est une, comme le reste d'un certain nombre de textes. Merci beaucoup, Alain Dinan. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.